Bonjour à tous et bienvenue à cet atelier organisé par le WWF et ses partenaires. Je m'appelle Anne-Charline Gall et je suis chargée de partenariat au WWF France. Et nous allons passer 1h30 ensemble autour de la problématique comment les entreprises peuvent-elles prendre des objectifs science-based alignés avec les engagements environnementaux globaux et les limites planétaires via le cadre méthodologique Science-Based Target for Nature. Donc, nos objectifs aujourd'hui, à travers cet atelier, sont de vous familiariser à la notion de capital naturel, soutenabilité forte, limites planétaires et la nécessité de prendre des objectifs science-based. Puis, on vous détaillera le cadre méthodologique Science-Based Target for Nature, SBTN, et on vous montrera deux cas concrets d'application de cette méthodologie via l'intervention de Alpro et de Carrefour. Donc pour mener à bien cet atelier, j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir deux de mes collègues du WWF France qui travaillent dans le département plaidoyer sur les sujets de capital naturel. Et nous avons également deux partenaires, Alpro et Carrefour, avec qui nous travaillons dans une démarche de coopération très technique pour les aider dans la transformation de leurs activités vers des pratiques plus durables. Ces deux entreprises sont d'ailleurs pionnières puisqu'elles ont testé les méthodologies SBTN qui sont toujours en train d'être en cours de finalisation. Et elles les ont testées dans le cadre du Lab Capital Naturel, qui est une initiative cofondée par le WWF France et la chaire de comptabilité écologique de AgroAparisTech. Alors pourquoi avoir fait cet atelier aujourd'hui ? Déjà, aujourd'hui, la plupart des acteurs économiques sont matures sur la nécessité de mesurer leurs émissions carbone et de s'engager dans une trajectoire de réduction pour limiter de manière collective le réchauffement climatique à 1,5 degré. Cependant, la prise en compte de leur impact sur la biodiversité au sens large reste encore une démarche naissante et nouvelle et volontaire. Or, dans un contexte d'attente d'un accord ambitieux de la COP15, dont un des points de l'accord serait sans doute de dédier la mesure et la réduction des impacts et dépendances de la biodiversité auprès des entreprises, et d'autre part, face à l'urgence de la dégradation de cette biodiversité qui a encore été constatée et révélée aujourd'hui à travers la publication d'un rapport du WWF appelé Planète Vivante, qui a estimé que depuis 1970, 70% des vertébrés ont disparu. Il est vraiment urgent et nécessaire pour tous les acteurs économiques de s'engager dans la mesure et dans la prise en compte de leur impact sur leur biodiversité. Donc nous savons que la diversité des indicateurs aujourd'hui rend plus complexe la mesure et la prise de mesures et de stratégies envers la biodiversité que le climat. Mais nous montrerons à travers notamment la méthodologie Science-Based Target for Nature que cela est possible. Donc je vous propose, avant de commencer cet atelier, que nous mettons un peu en jambes en faisant un petit quiz d'échauffement. Et pour cela, je vous invite à vous connecter sur la plateforme WooClap, donc soit à partir de ce QR code, soit en tapant wooclap.com sur Internet. Et vous allez avoir besoin du code suivant en majuscule APMOLE. Donc je vais attendre 2 minutes que tout le monde se connecte. Alors, on va commencer. Donc, première question. Le Stockholm Resilience Center définit plusieurs limites planétaires à ne pas dépasser. Que définissent concrètement ces limites? Alors, ce qui se trouve hors de l'atmosphère, réponse A. Des objectifs de préservation négociés institutionnellement, réponse 2. Ou un espace de développement sûr et juste pour l'humanité défini scientifiquement. Bon, a priori, une réponse a l'air évidente. Donc, le concept de limite planétaire a été défini en 2009 par des chercheurs et permet de définir un espace de développement sûr et juste pour l'humanité,
Autrement dit, cela correspond à 9 seuils biophysiques que l'humanité ne devrait pas dépasser pour ne pas compromettre les conditions favorables dans lesquelles elle a pu se développer. Concrètement, ces seuils correspondent à des niveaux de changement climatique, d'acidification des océans, de perturbation du cycle du phosphore et de l'azote, d'érosion de la biodiversité, de changement d'usage des sols, d'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère, de perturbation des cycles de l'eau douce, de l'appauvrissement de l'ozone dans l'atmosphère et enfin de l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère. D'ailleurs, cette année, 2 des limites ont été franchies. Est-ce que vous saurez dire lesquelles? Alors, vous avez 4 propositions et donc 2 réponses à choisir. Alors, on voit que ça oscille entre la réponse 2 et la réponse 4. Donc, il s'agit de l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère et de la perturbation des cycles de l'eau douce. Et ces 2 limites viennent s'ajouter à 6 autres limites qui ont déjà été franchies dans le passé, comme par exemple le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. Alors, 3e question maintenant, qu'est-ce que le capital naturel? Est-ce que c'est un concept illustrant l'intégration de l'économie dans la nature? Est-ce que cela définit communément comme un stock de ressources biotiques, le vivant, et abiotiques, non vivants, dont une partie est renouvelable et l'autre non? Ou est-ce que le capital naturel représente le caractère marchand des éléments naturels présents dans la biosphère? Donc ici, vous avez 2 réponses possibles. Donc il s'agit de la réponse 1 et 2. Et je ne vais pas détailler plus puisque Cyprien, mon collègue, pourra revenir sur ces points dans 1 minute. Enfin, dernière question. Savez-vous quels impacts sur la nature SBTN permet de quantifier? Et ici, vous avez plusieurs réponses disponibles. Donc, il s'agit de la dégradation des terres, la dégradation des habitats et de la biodiversité, l'extinction des espèces, la déforestation, le stress hydrique, la pollution de l'eau ou la pollution de l'air. On voit que à peu près toutes les réponses semblent pertinentes et c'est le cas. Vous avez tous très bien répondu. Merci d'avoir commencé à participer avec nous de cette manière. Je vous propose désormais que nous rentrions dans le cœur des sujets en laissant la parole à Cyprien Ionescu, responsable capital naturel au WWF France. Merci beaucoup Anne-Charline et bonjour à tous, bonjour à toutes et tous. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cet atelier sur SBTN. Je vous propose une session introductive avant d'attaquer la méthodologie, le cadre méthodologique on va dire et les avancées méthodologiques de SBTN. Je vous propose une session un peu introductive pour expliquer d'où est venu en fait cet engagement du WWF dans l'initiative. Un peu le contexte d'émergence de notre implication qui est de plus en plus importante dans SBTN, d'où elle est née et dans quelle optique stratégique elle s'inscrit. Donc c'est une activité donc, qui pour nous au WWF s'inscrit dans la direction du plaidoyer et qui est portée par l'équipe Capital Naturel dont je m'occupe. Le sujet SBTN en fait est né de la volonté pour le WWF de définir une direction, une orientation stratégique sur les questions de capital naturel et de soutenabilité, avec tout un travail en fait d'exploration des concepts, d'exploration des différents positionnements, on va dire académiques de recherche sur ces questions de convergence entre économie et écologie, avec une direction qui est apparue de manière très claire. Et une position alimentée, bien documentée et bien justifiée, qui est celle de s'orienter vers une acception, une définition du capital naturel conforme à ce qu'on appelle la soutenabilité forte, le principe
de soutenabilité forte. C'est un mot un peu jargonneux pour désigner en fait l'approche qu'on qualifie souvent d'émergente sur les questions d'économie environnementale, d'émergente par rapport à une conception qui est un peu dominante sur les questions de soutenabilité et de capital naturel, qui est celle de la soutenabilité faible. Et c'est la soutenabilité forte, c'est celle qui considère en fait les différents capitaux, les différentes sphères du développement durable qu'on a l'habitude de traiter, l'économie, le capital humain et le capital naturel, comme étant concentriques, comme étant imbriqués les unes dans les autres, contrairement à la vision de la soutenabilité faible que vous connaissez sans doute, qui considère en fait les différentes sphères comme étant séquentes, donc qui autorise une forme d'arbitrage entre les différents capitaux, entre les différentes valeurs liées à l'économie, à l'humain et à la nature, et qui autorise en fait des substitutions. Autrement dit, le principe de soutenabilité forte consiste à intégrer ou à réintégrer l'économie dans la nature. Pour parler de manière un peu plus précise, c'est la nécessité de transformer l'activité économique à toutes les échelles qui soient, pour la rendre compatible avec le fonctionnement des écosystèmes et avec leur résilience. Ça entraîne un certain nombre de conceptions, notamment une conception du capital naturel qui n'est pas appréhendée comme une succession, une somme d'actifs ou une somme de services écosystémiques ou une somme de ressources naturelles, mais comme étant un réseau d'écosystèmes, de systèmes vivants et complexes. Et donc, à travers cette conception de la soutenabilité forte, on se situe non pas dans une logique d'arbitrage entre risque-opportunité, entre coût-bénéfice sur les questions de nature, mais dans une logique de conservation entre guillemets absolue des capitaux naturels et d'efficacité écologique. Voilà, cette conception et cette direction stratégique, elle a été mûrement réfléchie et elle est alimentée par, on va dire, un certain nombre de considérations, des considérations scientifiques d'un côté, évidemment, dont la plupart d'entre vous, je pense, ont entendu parler, l'existence de processus naturels critiques, Anne-Charline les a rappelés, par exemple les travaux du Stockholm Resilience Center sur les limites planétaires, l'existence de seuils écologiques sur une bonne partie de ces processus critiques, et puis également évidemment, les liens qui existent entre bien-être humain et le fonctionnement des écosystèmes. Donc c'est l'ensemble des travaux qui tournent autour évidemment du GIEC, de l'IPBES, du Stockholm Resilience Center, du Global Footprint Network, c'est l'association qui traite de l'empreinte écologique, du jour du dépassement, et tous les travaux de la Resilience Alliance, par exemple. Donc des considérations scientifiques qui sont maintenant très catégoriques sur l'existence de limites par rapport au processus naturel, les choses dont on parle de plus en plus, les limites environnementales, mais également des considérations qui sont plutôt d'un point de vue éthique et qui sont en train de prendre beaucoup d'ampleur, notamment parmi les plus jeunes générations, mais pas uniquement. Le mouvement écologique dans les années 70 a pris beaucoup d'ampleur aussi du fait de ces questions éthiques et notamment de la valeur qu'on appelle intrinsèque de la nature, c'est-à-dire considérer en fait les non-vivants comme ayant une importance particulière et une nécessité de les conserver de manière pour des considérations principalement dues à leur existence même. Donc la soutenabilité forte alimentée par un certain nombre de considérations scientifiques et éthiques. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ensuite lorsqu'on cherche à mettre en application ce principe, ce concept? Ça consiste tout simplement à poser des limites environnementales à l'économie pour garantir le bon état écologique des milieux, en se basant donc sur les meilleures connaissances scientifiques à l'heure actuelle et les attentes de la société. Pour rentrer encore plus dans le vif du sujet et sur des côtés très empiriques, très pragmatiques des questions de soutenabilité forte, la mise en application de ce principe, pour nous, elle consiste à répondre à un double défi, une série de questions, des questions d'ordre environnemental qui sont assez évidentes.
lorsqu'on parle de conservation du capital naturel, de poser des limites à l'économie, finalement, c'est la question qu'on va se poser inévitablement, c'est quelle est la part du capital naturel à conserver? Souvent, on parle de capital naturel critique. Donc, quelles sont les composantes du capital naturel qui sont critiques? Les travaux scientifiques apportent des réponses à ces questions. Et quel est le niveau de conservation qu'il est souhaitable d'assurer pour ces composantes du capital naturel? Donc, un certain nombre de questions d'ordre environnemental qui constituent déjà un travail assez conséquent. Et pour ne rien simplifier, il y a également des questions qui sont un peu sous-jacentes, qui sont des questions plutôt d'ordre politique, organisationnel, institutionnel, économique, qui consistent à s'interroger sur les bons leviers pour intégrer cette conservation du capital naturel dans le système économique, à travers un certain nombre de leviers activables qu'on va chercher à explorer, comme les approches volontaires mises en œuvre par les organisations, les objectifs de politique publique, la réglementation, les normes comptables auxquelles on s'intéresse également, et puis les questions de fiscalité. Voilà, et puis évidemment, pour ne rien arranger, il faut traiter ces questions à différentes échelles. Essentiellement, pour nous, c'est surtout l'échelle nationale et l'échelle des acteurs économiques, donc des entreprises, qui nous occupent le plus. Et ça nécessite aussi de détenir un outillage pertinent, des méthodologies adaptées pour répondre à ces deux types de questions, donc des méthodologies d'ordre plutôt écologique, environnemental, et puis des méthodologies plutôt d'ordre économique ou comptable. Pour identifier ces méthodologies, je vois que le temps file, donc je vais aller plus rapidement sur la fin. Pour identifier ces méthodologies, on a donc en 2019, on a entamé un travail en 2019, actualisé en 2021, pour explorer les méthodologies, les outils, les instruments dédiés aux questions de capital naturel, avec un guide qui a été donc actualisé et republié en 2021, qui passe au crible 25 outils, analysés notamment selon leur prisme stratégique et notamment les questions de soutenabilité faible ou forte. C'est un exercice qui nous a permis, donc il est disponible sur le site du WWF France en téléchargement gratuit évidemment, et il nous a permis en fait ce travail de documentation, donc à vocation évidemment à apporter de l'information auprès des organisations privées et publiques, mais elle nous a aussi permis, nous, d'identifier les instruments qui sont les plus pertinents du point de vue de la soutenabilité, les instruments les plus prometteurs, et d'identifier un peu leur niveau d'avancement. Et donc, voilà, à la fin du document, on a ce tableau de synthèse qui identifie les instruments dirigés dans une perspective de soutenabilité forte, avec ceux plutôt dédiés aux organisations privées et plutôt ceux dédiés au secteur public. On a choisi de se focaliser sur les deux approches les plus prometteuses et en plus très complémentaires au WWF à travers le lab, je vais aller rapidement dessus, que sont Science Based Targets for Nature et donc un cadre méthodologique qui permet de définir des objectifs environnementaux alignés sur la science pour les entreprises et à terme aussi pour les collectivités. Et le modèle CARE, donc Comprehensive Accounting in Respect of Ecology, donc le modèle comptable de comptabilité multicapitaux. L'enjeu par rapport à ces outils, à l'heure actuelle, il est triple. Le premier constat qu'on a pu faire à l'issue de ce travail de documentation, ça a été de constater que ces outils sont largement méconnus, sont encore beaucoup trop méconnus par la sphère privée et par les acteurs économiques au sens large. Le deuxième grand enjeu, et donc il y a vraiment nécessité d'apporter en fait ces connaissances, on va dire conceptuelles, et puis toute la partie plus opérationnelle, l'outillage, à la connaissance des acteurs, et de placer les questions de soutenabilité forte au centre des débats, de les inscrire en fait comme une boussole, comme un cap à suivre pour les prochaines années, les prochaines décennies, si on a le temps. Voilà, donc une question de visibilité, une question de développement. Ces outils sont tous encore au stade du développement, donc l'urgence c'est aussi de finaliser, de les rendre opérationnels pour pouvoir les généraliser le plus rapidement possible, et de les connecter les uns aux autres, parce qu'en réalité les développeurs travaillent de manière trop isolée, donc voilà, c'est un enjeu aussi qu'on a identifié comme étant très important, et puis un enjeu de coalisation des acteurs sur les questions de soutenabilité forte.
D'où l'initiative qu'on a montée avec la chaire comptabilité écologique, avec laquelle on partage les mêmes préoccupations, la même vision du capital naturel, la même nécessité absolue de conserver le capital naturel et de réaliser ça le plus rapidement possible. On a fondé le Lab Capital Naturel pour coaliser justement les acteurs, pour répondre en fait aux enjeux que je viens d'évoquer. Donc coaliser les acteurs, les entreprises, notamment nos partenaires en fait du VVF et de la chaire comptabilité écologique engagés sur ces questions, dont certains nous font le plaisir de nous accompagner pour cet événement, Carrefour Belge, RDF, le groupe Rocher, LVMH, Michelin et Alpro, et puis des organisations plus de l'expertise pour accompagner ce groupe dans l'analyse en fait des résultats, l'étude et les retours d'expérience pour permettre d'opérationnaliser le plus rapidement ces outils. C'est vraiment ça l'objectif du lab, c'est engranger un maximum d'expérimentation, de mise en œuvre pour aboutir à des méthodologies les plus opérationnelles le plus rapidement possible. Donc accélérer ces méthodologies de soutenabilité forte. Et puis, en parallèle, organiser un plaidoyer pour la soutenabilité forte, un appel aux entreprises et au pouvoir public pour favoriser en fait, l'émergence de ce type d'approche. Je pense que j'ai écoulé mon temps, quasiment. Oui, en effet. Très bien. Bah, écoutez, en une minute peut-être. En une minute, allez. Je vais essayer de présenter un petit peu la logique du lab et la logique méthodologique du lab à travers justement une approche, un processus un peu simplifié, opérationnel pour la soutenabilité forte qu'on peut définir en 5 grandes étapes et dans lesquelles s'inscrivent en fait de manière très complémentaire SBTN qui va être présenté aujourd'hui et puis le modèle CARE. Ce processus en 5 étapes, il est assez simple. La première étape consiste à identifier en gros les composantes environnementales les plus matérielles. Mais lorsqu'on parle de matérialité, ici on parle de matérialité écologique, donc les plus prégnantes du point de vue des écosystèmes, et les géographies prioritaires. Ça c'est vraiment la première étape. Identifier les priorités géographiques et les composantes environnementales prioritaires. Une deuxième étape qui consiste à définir des objectifs alignés sur la science, sur ces différentes composantes. La troisième étape, c'est évidemment définir des actions et les chiffrer, les actions transformatrices qui vont permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés à l'étape 2. La quatrième étape, c'est la mise en œuvre de ces actions et le pilotage de la transformation. Et la cinquième étape, c'est la restitution, la divulgation des informations, le reporting de la durabilité environnementale forte. Donc un processus qui paraît simple en 5 étapes, qui en fait relève une forme de complexité pour chacune d'entre elles. SBTN est plutôt focalisé sur les 3 premières étapes, sur, on va dire, les étapes plutôt environnementales, avec la frontière évidemment, avec la mise en œuvre, les actions transformatrices. Le modèle CARE se situe plutôt sur l'aval, avec le pilotage, le chiffrage, la transformation, enfin la production de nouveaux processus comptables pour à la fois piloter la transformation d'un point de vue très stratégique, opérationnel, presque confidentiel pour l'entreprise, et une forme de comptabilité plutôt générale, donc plutôt à destination des parties prenantes à travers la réforme des bilans et des comptes de résultats, donc sur l'étape 5. Voilà, j'ai, je pense, dépassé la minute, mais voilà, désolé. Merci Cyprien. Donc on a vu un panel d'outils et de méthodologies sur lesquels les entreprises peuvent s'impliquer pour prendre en compte et évaluer leur impact sur la biodiversité. Je vous propose maintenant qu'on aille plus en détail sur la méthodologie SBTN avec Juliette Pugliesi, qui est chargée de plaidoyer capital naturel au WWF et qui est également experte technique au sein du Biodiversity Hub de Science Based Targets for Nature et qui va nous présenter en détail donc, cette méthodologie. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Anne-Charline et merci Cyprien pour l'introduction. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour effectivement vous en présenter un petit peu plus sur SBTN. Ma présentation va s'articuler en 4 grandes parties. La première, ce sera une introduction à SBTN, quelle est notre vision et qui nous sommes. La deuxième sera de rentrer un petit peu plus dans le détail et savoir qu'est-ce qu'un objectif science-based ou un objectif fondé sur la science. La troisième sera plutôt articulée sur comment est-ce qu'on peut définir des objectifs science-based et donc quel est le processus à suivre. Et le dernier sera axé sur les dernières étapes, et notamment d'un point de vue méthodologie et technique. Alors, pour commencer, comme vous le savez peut-être, vous connaissez sûrement peut-être SBTI, donc Science Based Target Initiative, qui est une initiative pour les entreprises qui souhaitent se fixer des objectifs scientifiques sur le climat. SBTI fait partie de SBTN et est une source aussi d'inspiration pour SBTN, qui est Science Based Target Network.
Nous nous appuyons du coup sur cette dynamique de SBTI et qui compte à présent plus de 3000 entreprises qui se sont fixées des objectifs scientifiques climatiques et qui, notamment aussi également net zéro, en s'étendant et en étendant cette approche finalement à la nature d'une part et aussi en étendant je dirais le champ d'application en étant des entreprises aux villes. Donc SBTN, si je résume, se concentre sur les objectifs fondés sur la science pour la nature, car SBTI couvre déjà largement ceux sur le climat. Si vous n'êtes pas encore engagé dans SBTI, nous vous encourageons largement à le faire. Voilà. Donc concernant notre vision principale à SBTN, elle est celle d'une économie qui est mondiale, dans laquelle les entreprises et les villes opèrent sur la base de ce qu'on a appelé tout à l'heure les limites biophysiques de notre planète et sur une base également socialement équitable en se fixant du coup des objectifs qui leur permettent à la fois de réduire et d'améliorer leur impact. Notre contribution en tant que réseau SBTN vise avant tout à fournir des conseils, des guides, des méthodes pour permettre à ces acteurs, entreprises et villes, de se fixer des objectifs qui soient les plus scientifiques possibles et pour tout type d'écosystème sur la planète. Peut-être aussi un petit mot d'introduction. Nous nous concentrons aujourd'hui que principalement sur les entreprises. Donc la totalité des guides qui sont sortis à l'heure actuelle sont spécifiques aux entreprises. Lorsque je dis nous, je parle avant tout des membres fondateurs de SBTN, donc comme vous pouvez le voir sur cette slide, qui sont Conservation Internationale, le CDP, le Global Compact, le World Economic Forum, le WRI, World Resources Institute, le WWF est également membre fondateur et l'UNEP WCMC. Mais SBTN est bien plus finalement que les membres fondateurs, c'est avant tout la force d'un réseau, un réseau qui fait plus de 60 organisations de tout type, des universités, des agences environnementales, des agences internationales, des ONG, des organisations de la société civile. C'est un collectif scientifique d'experts en durabilité de premier plan et assez inédit. Je vous ai présenté du coup qui nous sommes, quelle est notre vision. Passons maintenant du coup à la partie, disons, plus concrète sur qu'est-ce qu'un Science-Based Target et qu'est-ce que nous couvrons. Comme nous venons de voir, le SBTI couvre principalement le climat, donc vous l'avez dans la première catégorie. SBTN s'attaque finalement à toutes les autres composantes de la nature et se divise en différents groupes de travail qu'on appelle aussi hubs. Donc ça a été précisé en introduction, moi je m'occupe de celui sur la biodiversité. Donc les thématiques que l'on couvre sont l'eau douce, la biodiversité, les sols et les systèmes terrestres et les océans. Qu'est-ce que finalement un Science-Based Target parce qu'on a beaucoup parlé depuis le début, mais quelle est la définition officielle? Il y a deux mots importants, effectivement fondés sur la science. Qu'est-ce qu'on entend par science? Il y a au sein de cette composante deux autres composantes qui sont les limites planétaires et les objectifs sociétaux que je vous détaillerai tout à l'heure. Et sur la partie objectif, je pense que vous êtes tous familiers de qu'est-ce qu'un objectif, mais je préfère le répéter, c'est un objectif du coup mesurable, réalisable et fixé dans le temps. Quelle est la science finalement derrière Science-Based Target? On a évoqué tout à l'heure le cadre des limites planétaires en introduction et qui a été réévoqué également par Cyprien, que vous voyez du coup sur votre gauche. Ce qui est important aussi de réitérer, c'est la volonté de SBTN de s'ancrer également dans tous les grands accords internationaux et notamment dans les objectifs sociétaux. Pour cela, SBTN travaille sur le point de vue, je dirais, scientifique avec une commission qui s'appelle la Commission Terre, qui sert à définir un espace sûr et juste pour l'humanité. Donc cette commission Terre est composée principalement de scientifiques de haut niveau, des auteurs du GIEC notamment et des rapports de l'IPBES et spécialistes des limites planétaires. Nous avons aussi pour vocation d'encourager les entreprises à se fixer des objectifs et à discuter également avec leurs parties prenantes pour déterminer les enjeux et les solutions, donc vraiment avec un aspect local également. Nous avons vu du coup qui nous sommes, qu'est-ce que les Science-Based Targets, et maintenant place au concret et concrètement comment est-ce qu'on se fixe des objectifs.
Donc s'il y a une chose que vous devez retenir de ma présentation, c'est cette slide qui décrit le processus de fixation d'objectifs fondés sur la science. C'est un cadre que vous allez revoir par la suite dans les présentations de mes collègues plus concrètes avec les retours d'expérience entreprise. La première étape est une analyse, une évaluation finalement des principaux impacts environnementaux, donc ce qu'on appelle une analyse de matérialité des impacts environnementaux. C'est d'une part la première partie. Cette analyse sert également à évaluer où est-ce que ces impacts se situent sur ma chaîne de valeur. Est-ce qu'ils se situent plutôt en amont, plutôt sur les opérations directes ou plutôt en aval? Une fois qu'on a évalué, qu'on a cette longue liste, je dirais, d'impacts et de pression environnementale et de quantification, il faut interpréter et prioriser en fait ces principales pressions. Pourquoi est-ce qu'on les priorise? Pour deux raisons. La première, c'est que les entreprises, malheureusement, ne peuvent pas agir partout. Donc, il est important de prioriser sur les impacts, les pressions qui sont les plus importantes. Et la deuxième est une raison plus écologique, je dirais, et sur les états de la nature. Il est important de prioriser certaines régions plus que d'autres. Si je prends l'exemple du stress hydrique, voilà, c'est plus important de se focaliser sur des régions qui ont un stress hydrique que des régions où il n'y a pas ce type de problème. La troisième étape est une étape de définition d'objectifs. C'est le cœur de notre travail au quotidien, donc, qui est en cours d'élaboration, qui consiste finalement à se fixer un état de référence, une baseline que l'on souhaite atteindre, et de le traduire en différents indicateurs qui soient utilisables pour les entreprises. Une fois qu'on s'est fixé les objectifs, finalement, les deux dernières étapes sont assez simples et découlent d'elles-mêmes. On agit. La partie sur laquelle j'insisterai plus aujourd'hui, c'est la volonté de SBTN de suivre ce qu'on appelle la hiérarchie d'atténuation. Donc, éviter d'abord, ensuite réduire son impact, et enfin restaurer et régénérer. Ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons rajouté une dernière étape qui est de transformer, c'est-à-dire de transformer carrément son business model vers des business models plus vertueux. Et enfin, une fois qu'on a agi, on s'occupe finalement du suivi, du reporting et du monitoring de ces actions. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Nous avons, en octobre dernier, donc c'est tout récent, lancé les guides méthodologiques pour les étapes 1 et 2 de SBTN, et également l'étape 3 sur l'eau douce, dont je vais vous parler par la suite. L'objectif ici va être de rentrer un petit peu plus dans le détail pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Pour l'étape 1, les entreprises doivent effectuer finalement une revue de leurs différentes activités économiques afin d'évaluer du coup les pressions et les impacts qui sont associés à chacune de ces catégories d'activités. Pour cela, à l'heure actuelle, la guidance de SBTN sur les étapes 1 et 2 recouvre principalement deux grandes catégories, les impacts sur les opérations directes et les impacts sur les opérations amont. Il n'y a pas encore de guidance sur les opérations aval du fait du manque de données disponibles à l'heure actuelle et qui reste quand même assez complexe. Comment faire? Je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, mais il y a effectivement cette première étape de screening d'analyse de matérialité. Elle passe avant tout par une analyse, un peu avec une approche d'entonnoir, je dirais, une analyse au niveau sectoriel, c'est-à-dire moi, entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'industrie, quels sont mes principaux impacts sur l'environnement en tant que secteur. Ensuite, ça passe par un affinement, je dirais, des résultats et une quantification plus directe de moi, en tant qu'entreprise, quelles sont mes spécificités et quels sont mes principaux impacts sur l'environnement. Ça passe par une étape de collecte de données dont on détaillera un petit peu plus tout à l'heure, mais notamment sur les achats, sur les pressions, sur les émissions de gaz à effet de serre. Il y a un petit peu différents types de données. La deuxième étape, du coup, c'est celle de la priorisation. Donc, on a expliqué tout à l'heure. Ce qui est important dans cette étape, c'est vraiment la localisation et la définition finalement de localisation prioritaire et de couple commodité ou matière première localisation ou activité localisation pour permettre de prioriser la fixation d'objectifs en l'étape 3. Et enfin, l'étape 3, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment le cœur de notre développement. Donc, comment est-ce que, sur ces aires prioritaires que j'ai définies, quels sont finalement les états de référence que je souhaite atteindre et quels objectifs je me fixe. Pour vous donner un exemple peut-être plus concret qui est extrait de notre guidance sur l'eau douce,
Voici un exemple de target qu'une entreprise peut et pourra se fixer en 2023. Il y a deux composantes principales dans cette guidance sur l'eau douce, une composante sur la quantité d'eau et une autre sur la qualité de l'eau. L'entreprise du coup X doit réduire l'extraction de l'eau sur tel bassin. Donc, il faudra préciser le type de bassin de tant de kilomètres cubes par an par rapport à l'année de référence. Concernant la qualité de l'eau, SBTN a pour l'instant développé des guidances sur l'azote et le phosphore, qui sont les deux principaux polluants et notamment qui sont très utilisés dans le cadre du secteur agricole. Donc je dirais que la fixation d'objectifs passera par du coup la réduction du dépôt de nutriments dans tel bassin de tant de kilos par an par rapport à l'année de référence. Qu'est-ce que nous prévoyons de sortir pour la suite? Nous sommes dans pleine phase de consultation publique, donc si vous souhaitez lire notre guidance et effectuer vos retours, n'hésitez pas, c'est le moment. Nous avions sorti une méthode ou un document initial en septembre 2020. 2 ans plus tard, nous sortons du coup ces précisions sur les étapes 1 et 2 ainsi que sur l'eau douce. La prochaine étape sera, une fois qu'on aura recueilli ces retours de toutes ces personnes, le passage par un panel d'experts en novembre prochain, et enfin le lancement de la première version de Science Based Target for Nature en Q1 2023. Pourquoi est-ce qu'on effectue une consultation publique? Pour plusieurs raisons. C'est un processus évolutif qui se doit d'impliquer plusieurs partenaires et parties prenantes. Et cela nous permettra également d'être sûr d'avoir, en tout cas en 2023, des méthodes qui soient le plus robustes, claires et pratiques que possible. Et finalement, un petit aperçu, un petit, je dirais, teasing pour qu'est-ce qu'il va sortir finalement en 2023. Donc vous l'avez vu là, il y aura effectivement la guidance sur le step 1 et le step 2. Il y aura du coup la guidance sur l'eau douce et une guidance sur les sols. Et encore une fois, SBTI couvre les sujets climatiques. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Juliette. Peut-être avant qu'on passe au cas concret, je voulais savoir si la salle avait des questions sur ces méthodologies. On va peut-être prendre 1 ou 2 questions avant de passer au retour d'expérience des entreprises qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Alors, je vois une question ici sur la gauche. Bonjour, Stéphanie Touram de Resilience Lab. Je suis du Conseil en transition écologique. Et je me demandais au niveau, je ne sais pas, formation à ces outils, enfin, j'ai bien compris qu'il y avait des guides, mais est-ce qu'il y a des formations ou des choses comme ça pour bien appréhender ces outils pour accompagner ensuite les entreprises? Est-ce que Juliette, Cyprien, souhaitez répondre? Alors à l'heure actuelle, il n'y a pas de formation au niveau de SBTN, en tout cas pas de formation officielle lancée par l'initiative. Il y a, donc, comme vous l'avez compris, les guides qui sont sortis donc depuis maintenant 2020, une actualisation des documentations. Et en fait, ces guides sont quand même relativement complets avec en fait tout un outillage. C'est un cadre méthodologique qui en fait fait référence aussi à tout un outillage d'instruments très opérationnels sur l'eau, par exemple, sur la biodiversité, et sur lesquels, en fait, il existe par ailleurs des formations. Je veux dire, ces outils qui rentrent dans le cadre méthodologique. Et voilà, après, il y a des organismes d'expertise, de conseil qui se sont aussi spécialisés sur ces sujets-là. Tu veux compléter? Si je peux compléter du coup sur la partie notamment SBTN, effectivement, en fait, ce que j'ai présenté est disponible sur le site internet de SBTN directement, donc vous pouvez télécharger les guidance, c'est complètement gratuit. Si vous souhaitez, si vous êtes plus intéressé sur SBTN, on vous invite à rejoindre le Corporate Engagement Programme, qui est notre programme d'engagement des entreprises, qui compte à présent plus de 100 entreprises, je crois. Qui se sont engagés du coup à effectuer finalement cette première étape 1. Le fait de bénéficier en fait de ce Corporate Engagement Programme vous permet d'avoir accès à plus d'informations sur, je dirais, les développements méthodologiques
quasiment au jour le jour et d'avoir accès à des sessions de retour d'expérience et des partages entre entreprises. Oui, une petite précision pour dire que le CEP, donc le Corporate Engagement Program, est ouvert aux entreprises et aussi aux acteurs de l'expertise qui ont envie de s'approprier les méthodologies. Donc ce n'est pas exclusivement pour les entreprises. Alors, je vois qu'il y a une autre question juste devant. Merci. Aurélie Giraud de Lume Transition. En fait, je voulais savoir, j'ai vu dans les partenaires avec lesquels vous travaillez, il y a CDC Biodiversité qui a un outil qui s'appelle le GBS, donc le Global Biodiversity Score, et qui intègre notamment dans son outil des outils comme Globio. Quelle est la différence entre votre approche et celle de CDC Biodiversité? Et est-ce que vous aussi, vous intégrez des outils qui existent déjà sur l'approche de la biodiversité comme Globio ou d'autres d'ailleurs? Oui, tout à fait. Donc c'est aussi la force du cadre méthodologique SBTN, c'est qu'il permet du coup, il fournit un cadre méthodologique qui, en fait, pour chaque étape, identifie les meilleurs outils existants à l'heure actuelle pour répondre à chaque besoin. Et notamment les outils de mesure d'empreinte en fait sont identifiés comme étant des outils potentiels, notamment pour mener l'étape 1, l'étape d'analyse en fait de mesure de l'empreinte, notamment sur la biodiversité, mais sur les autres composantes de l'environnement aussi, à travers d'autres outils, des chaînes de valeur en fait. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir s'appuyer sur ces outils comme le GBS qui utilise donc le modèle Globio, mais aussi potentiellement d'autres outils d'empreinte, que ce soit sur la biodiversité, sur l'eau, sur les sols par exemple. Voilà, donc il y a vraiment l'idée, c'est d'utiliser les outils à bon escient, les outils existants à bon escient, et sur les différentes étapes méthodologiques. Si je peux juste compléter, effectivement, SBTN a pour vocation, vous l'avez vu, il y a un certain nombre de partenaires qui sont autour de la table. Et on a eu des sessions précédentes qui demandaient finalement d'avoir un cadre global qui permette d'englober un peu toutes ces approches et d'être sûr d'aller dans la bonne direction. C'est effectivement l'objectif de travailler en synergie. Une dernière question peut-être avant qu'on passe à la suite. Bonjour, merci pour la présentation. Maud Chapalin, chargée de mission biodiversité entreprise au sein de la région Pays de la Loire. J'avais juste une question sur le test de cet outil. J'ai vu en introduction, c'était quand même plutôt des gros groupes qui avaient pu tester cet outil. En termes de taille TPE, PME, plutôt PME, est-ce que ça avait été testé et dans différents secteurs d'activité aussi? Parce que c'est vrai que moi, dans mes échanges, c'est beaucoup des PME qui sont intéressés sur la biodive, mais est-ce qu'ils ont les compétences et les moyens de mettre en place ces outils-là? Voilà. Alors, il y a effectivement les deux outils qui ont été présentés. Donc, il y a effectivement SBTN d'une part et CARE d'autre part. Je vais peut-être répondre pour SBTN et ensuite, je laisserai Cyprien peut-être répondre pour CARE. Pour SBTN, effectivement, ce sont principalement des gros groupes qui se sont investis du sujet parce que nécessité de collecter un certain nombre de données. On en parlera tout à l'heure sur les retours d'expérience. En revanche, SBTN n'a pour l'instant pas d'approche, je dirais, sectorielle, comme a pu l'avoir SBTI en disant, voilà, on a une méthodologie pour tel secteur. Elle a vraiment pour vocation de toucher tout type d'entreprise, y compris les petites entreprises. Je dirais, voilà, il faut juste attendre que le développement des méthodologies se fasse pour que ça soit peut-être potentiellement plus accessible. Oui, pour compléter très rapidement, il n'y a pas de logique de restriction de la part de SBTN ou de la part des développeurs des deux méthodologies sur lesquelles on travaille. Donc, il n'y a aucune volonté de focaliser sur les grands groupes. Après, c'est sûr que ça nécessite quand même d'avoir une certaine expertise en interne et d'avoir accès à de la donnée. Ça, c'est assez indispensable. Et de s'appuyer aussi sur des expertises externes, souvent. Voilà, donc un certain nombre de moyens. Après, c'est pas non plus complètement rébarbatif. Donc, on peut échanger après la session. Alors, je vous propose maintenant qu'on passe au retour d'expérience, puisqu'on a la chance d'avoir deux entreprises engagées à nos côtés aujourd'hui. On va commencer par Carrefour avec Maëva, qui est chef de projet RSE. Alors, bonjour à tous. Donc, je me présente, Maëva Fujirolas. Je suis chef de projet RSE au sein du groupe Carrefour, avec une grosse dimension reporting extra-financier. Donc, je participe à la consolidation de données plutôt qualitatives pour après aboutir à la publication de la déclaration de performance extra-financière.
du devoir de vigilance. Et à côté de ça, je coordonne aussi des projets, on va dire, un peu plus opérationnels, comme le groupe de travail sur le devoir de vigilance ou le groupe de travail sur la biodiversité, donc la raison de ma présence ici. Alors peut-être que certains d'entre vous sont clients Carrefour, d'autres connaîtront juste notre enseigne de nom, donc je vais la représenter rapidement. En 2018, on a réinventé notre modèle et on a engagé un plan de transformation Carrefour 2022 pour devenir le leader de la transition alimentaire pour tous. Alors à ce moment-là, l'objectif pour nous, il est très clair, c'est de permettre à chacun de mieux manger à un prix accessible, tout en proposant une alimentation équilibrée, saine et sûre, issue d'une agriculture socialement responsable et durable. Et un an après, donc en 2019, on a voulu vraiment ancrer cette ambition dans nos statuts et donc on a adopté une raison d'être qui était clairement axée sur la transition alimentaire. Et comment on mène du coup cette transition alimentaire au sein du groupe? Eh bien, on la mène déjà avec nos 320 000 collaborateurs qui sont installés dans 9 pays intégrés. Et on l'amène aussi grâce et avec nos clients, donc 80 millions de foyers clients par an, dans nos 14 000 magasins et sur nos sites e-commerce. Et donc tous ces éléments-là, ça fait à l'heure actuelle de Carrefour l'un des leaders du commerce alimentaire mondial. Et à fin 2021, on réalisait un chiffre d'affaires de 81,2 milliards d'euros. Alors comment on prend en compte la biodiversité au sein du groupe? La biodiversité, ça fait partie des 5 grands défis qu'on a identifiés pour pouvoir réussir notre transition alimentaire. Alors pour information, on a identifié donc la biodiversité, le climat, la santé, la nutrition, la qualité des produits, l'éthique des affaires et les collaborateurs. Et donc sur ce pilier-là de biodiversité, on a développé un certain nombre d'engagements. Des engagements qui vont concerner la promotion et le développement d'une agriculture durable, qui vont aussi concerner le maintien de la biodiversité pour nos matières premières sensibles, l'impact environnemental de nos sites, la gestion de l'eau et aussi le développement de l'éco-conception et de l'économie circulaire. Maintenant, une fois qu'on a pris tous ces engagements, on se pose quand même des questions, comme par exemple comment on peut mesurer notre impact sur les espèces et sur la biodiversité, et comment on peut s'assurer que nos objectifs sont à la hauteur de nos impacts. Donc, par exemple, je vais vous prendre un exemple assez concret. Au sein du groupe, on a l'objectif que 1 poisson sur 2 soit issu de la pêche durable à horizon 2025. Et quand on prend cet engagement-là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que 1 poisson sur 2, c'est suffisant? Est-ce que c'est pas assez pour respecter la biodiversité? Et surtout, est-ce que c'est compatible avec les limites planétaires? Et donc, pour réussir notre transition alimentaire, on a besoin d'avoir des réponses à ces questions. Et donc, on a besoin de pouvoir identifier, de pouvoir mesurer nos impacts à la biodiversité pour pouvoir après développer des plans d'action qui soient des plans d'action concrets et des plans d'action robustes qui vont prendre en compte les limites planétaires. Et donc, c'est pour ça qu'en 2022, on a déployé au sein du groupe le programme SBTN avec l'aide d'ICARE, qui est un cabinet d'experts en stratégie environnementale, et aussi avec l'aide du WWF France qui est présent aujourd'hui. Alors, donc là, vous le voyez, la première étape du programme, on en est vraiment à l'étape 1A, donc à la macro-analyse sectorielle de nos impacts sur la biodiversité. Alors, comment on a fait, nous, pour réaliser cette macro-analyse? On est parti d'une approche croisée où on a pris en compte les pressions et les menaces de la biodiversité et en même temps les activités de Carrefour. Donc, concernant les pressions et les menaces, on est parti des 5 pressions identifiées par l'IPBES. Pour info, l'IPBES, donc plateforme intergouvernementale, scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, donc c'est un peu le GIEC de la biodiversité. Et donc ces 5 pressions identifiées, c'était le changement des milieux terrestres et marins, l'exploitation directe des organismes vivants, le changement climatique, la pollution des milieux et les espèces invasives. Et donc pour nous, à ce moment-là, c'est vraiment d'avoir une caractérisation un peu grosse maille à l'échelle sectorielle de notre impact, tout en prenant en compte quand même la participation de Carrefour à la perte globale de la biodiversité. Et donc après ça, on va réaliser vraiment un travail d'identification de nos activités qui va être basé sur ce qu'on peut trouver dans la DPEF, dans nos rapports thématiques donc accessibles depuis notre site internet carrefour.com, qui sont vraiment une niche d'information sur tous les enjeux stratégiques du groupe. Et on a aussi mené des entretiens avec des équipes clés de Carrefour, comme par exemple les équipes finance. Et on a pu dégager 4 grandes activités. Le retail, donc, qui est le gros vraiment de notre activité,
la logistique, l'immobilier et les services, donc autant financiers que marchands. Et donc là, c'était vraiment pour avoir une vision exhaustive de nos activités et être sûr qu'on ne pourrait pas oublier de potentiels impacts significatifs sur la biodiversité. Donc je reprends rapidement, on part des 5 pressions, on identifie nos activités et après ça, on va faire un croisement de différentes approches complémentaires donc, qui a été rendu possible notamment grâce à iCare et au WWF. Donc ils ont utilisé les outils notamment SMT et le CBF qui ont été complétés par une revue critique, on va dire, d'experts et de scientifiques pour compléter les petites lacunes de ces outils. Et donc, ces résultats, ils ont été combinés en une première matrice sectorielle de nos impacts qu'on a révisée sur la base de données et de particularités de Carrefour. Et après ça, donc toujours grâce à la technicité des experts et de l'outil encore, on a pu vraiment cartographier les services écosystémiques dont dépendent Carrefour en fonction de leur importance et pour plusieurs activités. Et donc, ça donne ça. Ce qu'on peut voir, comment nous, on interprète ces résultats, déjà, en fait, ça confirme les intuitions qu'on avait un petit peu. On voit que l'essentiel de nos impacts, il est sur l'amont, c'est nos émissions indirectes. Ça, c'est pas tellement une surprise. Et c'est sur donc les 2 gros points rouges, la dégradation des habitats et l'exploitation des ressources. Quand je dis que ça confirme nos intuitions, c'est parce que ces 2 thématiques-là faisaient déjà l'objet de plans d'action au sein du groupe. Par exemple, on a pris l'objectif que 15% de nos produits frais relèvent de l'agriculture biologique ou de l'agroécologie d'ici 2025. Et donc cette cartographie, elle fait au final que confirmer ce qu'on pensait déjà et elle nous incite à continuer le développement de nos filières bio partout dans le monde. Ensuite, si on passe à nos impacts directs, donc on voit qu'on n'a pas d'impact majeur, mais on a tout de même un impact sur la dégradation des habitats. Et ça, c'est logique, c'est clairement l'emprise au sol qu'on a. Et sur l'aval, pareil, on voit que nos impacts se situent sur le changement climatique et sur la pollution, et notamment la pollution plastique. Là encore, pas de grosse surprise, on s'y attendait un petit peu déjà, et c'est pour ça aussi qu'on avait déjà des engagements notamment sur le plastique, comme le fait d'avoir 100% d'emballages recyclables, réutilisables ou compostables, ou 100% de déchets valorisés à horizon 2025. Donc au final, cette cartographie, elle est un peu rassurante pour nous. Sur les 12 points qui sont présents, 10 faisaient déjà l'objet de plans d'action ou étaient identifiés comme des enjeux majeurs au sein du groupe. Même si c'est rassurant, ça nous éclaire quand même sur de nouveaux enjeux, comme l'impact des cétacés ou l'éclairage des populations nocturnes. Par exemple, nous, nos enseignes, elles sont toutes éteintes la nuit. Maintenant, la raison première pour laquelle on avait pris cette décision, c'était une raison énergétique. Et donc, si je peux conclure du coup la présentation, je dirais que pour nous, les enjeux, ils ont été vraiment sur la collecte de données et sur la retranscription des résultats. Comment les rendre compréhensibles par toutes les équipes métiers qu'on a impliquées, par nous aussi, parce qu'on n'est pas des experts scientifiques sur la biodiversité. Donc ça a vraiment été un enjeu pour arriver à cette cartographie-là. Et du coup, on est passé vraiment par beaucoup d'étapes avant de pouvoir présenter ce résultat-là. Et chez Carrefour, nous, on est persuadés que de toute façon, la biodiversité et le climat sont liés. Par exemple, sur le climat, on a l'accord de Paris qui va nous enjoindre à poursuivre nos efforts pour limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré. C'est exactement le chemin qu'on souhaite prendre avec la biodiversité et pouvoir développer des objectifs qui vont prendre en compte notre environnement mondial. Donc les prochaines étapes pour nous sur ce programme SBTN, ça va être l'estimation et la spatialisation de nos impacts et de nos dépendances à la biodiversité. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour pouvoir échanger sur nos avancées et difficultés qu'on aurait rencontrées sur cette étape. Merci. Merci beaucoup Maëva. Et peut-être avant de laisser la parole à Alpro et Juliane, est-ce que tu peux nous dire combien de temps ça a pris en interne pour faire cette première étape? Merci. Je pense que la première étape, elle nous a pris 6 bons mois, surtout sur la collecte de données en fait. Collecter toutes les données pour pouvoir arriver à ça, ça nous a pris beaucoup de temps. Et beaucoup de mobilisation des équipes internes aussi, surtout. Ok, merci. On va pouvoir avoir une vision un peu complémentaire avec Juliane, qui est Sustainability Expert chez Alpro.
Et donc, Alpro est un peu plus avancé dans l'analyse SBTN, donc ça va vous donner un peu une vision d'ensemble de ce qui est possible. Merci beaucoup Anne-Charline. Donc bonjour à tous, donc je m'appelle Juliane Greff, experte en développement durable chez Alpro, donc marque végétale de Danone, et très heureuse d'être ici aujourd'hui pour partager quelques retours d'expérience sur cette méthodologie. Je vais commencer la présentation avec quelques mots sur Alpro. Donc on a été fondé il y a plus de 40 ans avec la conviction qu'il existe une meilleure façon de nourrir le monde. Donc l'objectif de la marque à l'origine était de promouvoir une alimentation plus durable et plus saine, donc en lançant ses premiers produits végétaux. Et dont notre ingrédient star à l'origine était le soja, donc transformé en boisson ou en produit fermenté. Et donc ces 10 dernières années, on a élargi notre portfolio avec l'arrivée de nouveaux ingrédients tels que les noix, les céréales, et l'entrée de nouvelles gammes, donc par exemple des alternatives végétales pour la cuisine, des desserts, des gammes pour les enfants, etc. Du coup, la mission d'Alpro, c'est de délivrer des produits qui sont bons pour vous et pour la planète. On sait tous que l'alimentation a un impact immense sur la nature et qu'en tant qu'entreprise donc agroalimentaire, on a une responsabilité et un rôle majeur à jouer dans la transition alimentaire. Et donc c'est pour ça que la mission principale d'Alpro, c'est d'utiliser la force de sa marque pour convaincre les consommateurs d'incorporer plus de végétal dans leurs assiettes. Donc une alimentation plus durable donc pour vous et aussi meilleure pour la planète. Et donc c'est une vision donc partagée par le groupe Danone, Une santé, une planète, et notre certification MiCorp. Et donc l'aspect santé et planète va de pair chez nous, chez Alpro, et fait partie de notre ADN. Donc tout au long de ces 40 dernières années, notre mission a été d'améliorer l'empreinte écologique de nos produits et de les rendre meilleurs pour la santé. Et notre pledge, donc Feeding Our Future with Plants, publié récemment, est un renouveau donc, de cette promesse, produire nos alternatives végétales en respectant à la fois donc, les limites planétaires et les limites de notre santé, donc dans notre assiette santé planétaire. Et donc pour ce faire, il est nécessaire de connaître ces impacts. Et donc c'est une des raisons pour laquelle on a rejoint donc, le Corporate Engagement Program et le SBTN. Donc quelques mots aussi sur notre parcours avec le SBTN. Tout d'abord sur l'aspect carbone. Donc le carbone a été un défi aussi prioritaire pour Alpro. Donc on a travaillé de façon pionnière en 2010 sur une stratégie de réduction de nos émissions de carbone en rejoignant donc, le programme Climate Savers de WWF qui a évolué ensuite en Science Based Target Initiative. Et donc aujourd'hui, on contribue donc à l'objectif 1,5 degré au groupe Danone. Après, on sait aujourd'hui que l'impact n'est pas seulement sur le carbone, mais aussi sur la nature en entier, et qu'il est nécessaire d'avoir un processus qui permet de budgétiser nos impacts environnementaux de la même façon qu'on peut le faire aujourd'hui sur le carbone. Et donc, dans cette optique-là, on a commencé à travailler de façon très locale sur notre sourcing d'amandes en zone Méditerranée pour étudier quels étaient les impacts sur la nature, sur la culture d'amandes et donc quelles étaient les limites planétaires. Et donc l'année dernière, on a rejoint le Corporate Engagement Program pour passer à un point de vue global, quels sont les impacts d'Alpro en tant qu'entreprise sur la nature, donc les impacts liés à notre sourcing, mais également à notre packaging, à nos opérations. Et donc avec l'aide de nos consultants métaboliques et l'expertise de WWF, donc on a effectué les premières étapes du SBTN. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement donc, des résultats, des retours d'expérience et de notre plan d'action. Donc alors, encore une fois, ce schéma. Alors sur les 5 étapes, donc on a commencé il y a 1 an, donc la première étape qui est donc conduire une analyse de matérialité des impacts de nos flux, et ensuite de combiner donc cette analyse de matérialité avec des données spatiales pour établir un état de la nature et savoir où sont nos impacts d'un point de vue spatial sur différents critères liés à la nature, donc tels que perte en biodiversité, déforestation, utilisation des sols et ressources en eau. Et donc la deuxième étape consistait à apporter ces résultats donc aux sphères d'influence d'Alpro, c'est-à-dire les acteurs impliqués dans ces impacts, afin d'interpréter et de prioriser sur nos impacts négatifs donc les plus importants et de commencer à préparer l'étape 3. Donc on a commencé l'étape 1 avec une approche donc, prescriptive, donc en utilisant donc, le secteur Materiality Tool, donc un outil de matérialité donc point de vue secteur, donc provenant de la littérature, donc pour une entreprise agroalimentaire. Donc vous pouvez voir sur le tableau donc les différentes pressions avec des codes couleurs. Donc comme l'a mentionné Maïva, on n'a pas eu de grosses surprises à ce niveau-là. Donc
Vous pouvez également voir aussi que certaines pressions n'ont pas été déterminées, donc notamment tout l'aval, du fait que les données ne sont pas encore disponibles, la méthodologie est encore en cours de développement, et certaines donc, catégories ont été soit réévaluées ou enlevées, donc toujours en suivant donc, notamment les conseils du SBTN. Donc pour poursuivre donc, les différentes étapes, on a donc utilisé 3 principaux flux pour établir nos impacts. Donc, en se basant sur notre structure interne, mais aussi sur nos objectifs de développement durable. Donc, on a la partie sourcing, où on a nos ingrédients principaux, qui sont donc le soja, la menthe, la noix de coco, l'avoine, et une catégorie autres ingrédients, où on a mis le reste de nos autres ingrédients. On a aussi donc la partie opération avec nos 3 usines, et la partie packaging, avec tous les composés qu'on achète afin de pouvoir construire nos briques. Donc ensuite, il a été nécessaire de faire une collecte de données, afin donc d'affiner les premiers résultats. Donc collecte de données assez conséquente avec des données donc, quantitatives mais aussi qualitatives. Donc dans les données quantitatives, donc j'ai cité quelques exemples. Donc par exemple tous nos ingrédients achetés avec leurs origines, notre composition de packaging, nos différentes émissions qui étaient assez accessibles du fait qu'on comptabilise déjà de façon assez importante au sein du groupe, notamment en calculant l'empreinte carbone avec le Greenhouse Gas Protocol. Et donc on a aussi fournit des données plus qualitatives, donc plus sur notre chaîne d'approvisionnement et de valeur, avec notamment des certifications sur nos ingrédients, mais aussi les projets qu'on performe et également des informations de nos fournisseurs. Donc processus assez complexe, assez long, qui nous a pris entre 5 et 6 mois. Donc on a dû contacter tous les départements d'Alpro. L'équipe de développement durable, on était le point de validation justement de cette collecte de données. Et après, on a eu un processus itératif assez long avec nos consultants afin de valider les données, mais aussi d'aller en chercher d'autres et d'affiner le modèle afin d'avoir des premiers résultats qui faisaient sens. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc, les résultats donc, de l'étape 1A, donc une analyse des pressions, donc basée sur des analyses de cycle, des facteurs d'analyse de cycle de vie, donc adaptés à notre donnée, donc sur nos 3 scopes, donc sourcing, opération et packaging. Et donc basé sur ces résultats, on a donc fait l'étape d'après qui était donc une analyse donc d'un état de la nature, c'est-à-dire qu'on est parti donc de ces pressions et de ces empreintes eau et sol, qu'on a combiné ensuite avec des outils d'analyse spatiale, c'est-à-dire qu'on a superposé par exemple des cartes avec les impacts de culture de nos ingrédients, pour ensuite déterminer des niveaux de risque par rapport à des critères de biodiversité, donc dégradation des sols, ressources en eau, déforestation, biodiversité, pour des paires d'ingrédients avec leur origine. Et donc un risque allant de 1 à 5. Pour obtenir ce type de graphique qui paraît assez compliqué, donc qui se lie donc de l'intérieur vers l'extérieur. Donc là j'ai pris l'exemple de la déforestation. Donc si vous regardez le centre donc de ce sunburst, donc les couleurs sont les différents risques et les pourcentages indiquent l'empreinte sol des ingrédients qui sont dans cette catégorie de risque. Donc par exemple, on a à peu près 63% je crois de notre empreinte sol qui se situe dans la catégorie donc orange qui est moyenne à grande et je vois pas c'est assez petit mais entre 10 et 20% donc pour les catégories basses et plus après les catégories hautes. Et donc si on regarde le deuxième cercle, donc le cercle du milieu, on a cette fois la répartition de nos ingrédients qui sont dans ces différentes catégories. Donc si on regarde toujours la catégorie 3, on voit qu'on a 3 ingrédients principaux qui, en termes d'occupation des sols, donc font partie de cette catégorie moyenne haute. Et ensuite, donc le dernier cercle, cette fois, attribue à chaque ingrédient son origine. Et donc ainsi, pour tous ces indicateurs de nature, on a pu avoir donc, des paires d'ingrédients avec leur origine classée en fonction des risques en tant que contributeurs sur les impacts sur la nature. Et donc, on a établi une liste d'ingrédients à haut risque, donc une liste de priorité pour que nous, on puisse justement agir sur cette liste. Donc, une liste comportant donc, des impacts donc, basés sur le sol, mais aussi sur l'eau. Et donc, afin d'établir donc, des recommandations avec à la fois donc, les projets en cours sur ces ingrédients, les initiatives qu'on pourrait donc, rejoindre, barrières opportunités, afin aussi d'avoir des solutions pour agir sur nos impacts qu'on connaissait. Et donc, ce qui nous amène à l'étape numéro 2, qui était donc d'apporter ce message aux différents donc, acteurs impliqués dans ces impacts,
Donc on a organisé des ateliers avec donc, des acteurs internes. Donc on s'est focalisé dans un premier temps principalement sur le sourcing. Donc c'était les équipes d'acheteurs, les équipes de développement durable et nos experts externes pour interpréter et prioriser donc, sur ces différents états de la nature et en même temps mapper, cartographier tous les programmes donc, existants au sein d'Alpro et du groupe qu'on pourrait rejoindre afin d'améliorer notre impact. Et donc voici donc, quelques retours d'expérience. Tout d'abord, c'est la première fois qu'on analyse de manière aussi approfondie notre chaîne d'approvisionnement. Donc dans les opportunités, on a une immense richesse des résultats, notamment avec un aspect vraiment impact, mais aussi lié à son origine, avec non seulement donc, entre guillemets les impacts et les problèmes, mais aussi les solutions, donc avoir des fiches de route qui nous indiquent quelles sont donc, les démarches à mettre en place afin d'améliorer notre impact. Donc c'est un énorme levier aussi pour engager de façon interne sur une vision à plus long terme sur notre sourcing, notre stratégie. Et aussi, donc, c'est une analyse qui se fait sur tous les ingrédients, vraiment tous les matériaux d'une entreprise. Donc c'était aussi une des premières fois qu'on regardait en particulier nos ingrédients qu'on achète en plus petite quantité qui pouvaient avoir un impact plus important que nos ingrédients principaux, par exemple. Et dans les points importants à noter, donc ça requiert beaucoup de données. Donc ça requiert d'avoir une transparence et une traçabilité assez importante, car c'est une méthodologie assez complexe, c'est un modèle. Donc plus on donne de nos informations, plus on va ensuite avoir des résultats qui sont vraiment spécifiques pour notre façon de fonctionner. Donc méthodologie complexe, c'est un modèle, donc aussi il y a toujours des lacunes, entre guillemets, des gaps. Et donc notre collecte de données a duré entre 5 et 6 mois, et je pense qu'on aurait pu encore continuer. Mais ce qui était intéressant, c'était aussi d'arrêter donc l'étape 1, de passer à l'étape 2 et d'apporter le message aux acteurs qui était aussi assez complexe parce que les résultats sont très divers et variés et donc l'expertise au sein d'une entreprise varie entre guillemets entre les différents acteurs. Et donc dans les prochaines étapes, on continue de travailler sur notre liste d'ingrédients. Donc en créant des projets et en préparant aussi donc l'étape 3 qui est donc de mesurer, d'établir un état de référence pour ensuite après pouvoir poser des objectifs. Et on continue également l'étape 2 pour donc les opérations et le packaging. Et voilà, je crois que c'était tout pour moi, donc merci de votre attention. Merci beaucoup Juliane. Et je te poserai la même question qu'à Maëva. En tout, depuis combien de temps avez-vous commencé cette analyse au sein d'Alpro ? Donc on a commencé il y a 1 an et donc l'étape 1 nous a duré à peu près entre 5 et 6 mois et donc on a pris aussi on a commencé l'étape 2 et on a entre guillemets pris cette opportunité d'avoir plein de résultats pour aussi revoir notre stratégie de sourcing. Donc ça fait à peu près 1 an en tout qu'on a commencé. Et au niveau de la collecte de données, est-ce que tu peux spécifier quelles sont les équipes qui ont été mobilisées ? Oui, alors donc l'équipe de développement durable était le point central, mais les équipes modélisées, on avait donc essentiellement donc les acheteurs pour toute la partie donc ingrédients, mais également nos équipes R&D et R&I pour plus la partie packaging et je crois aussi les équipes qualité. Donc vraiment un panel assez divers et varié. Donc en fonction des informations, en fait, on contactait les départements où on pensait que l'information pouvait se trouver. Merci beaucoup. Merci. Alors, comme vous voyez, c'est un processus qui implique vraiment d'impliquer tous les acteurs de l'entreprise. Et je vous remercie, nos 2 partenaires, d'avoir pu transmettre vos retours, les challenges, mais aussi les étapes et le différent processus pour aussi s'approprier ces résultats. Maintenant, on va vous donner la parole. Est-ce que vous avez des questions spécifiques sur ces retours d'expérience, sur ces méthodologies ? N'hésitez pas. Je crois qu'il y a une question sur le côté gauche, non ? En haut, une question. Il y en a 2. Bonjour, merci pour la présentation. Donc Benjamin Javot de Suez. J'avais une question donc, pour les 2 intervenants. Je me demandais dans quelle mesure il y avait eu des interactions, des synergies entre l'approche SBTN et éventuellement l'engagement EN, entreprise engagée pour la nature portée par l'OFB.
Je ne sais pas d'ailleurs si vous êtes engagé dans le dispositif, mais est-ce que l'approche SBTN a alimenté vos engagements EN? Alors nous, en Carrefour, on est membre d'entreprises engagées pour la nature. Par contre, on est vraiment des membres assez novices, on va dire. On en est encore à l'étape où on doit envoyer notre formulaire vraiment d'engagement. Donc ça n'a pas tellement impacté ce qu'on a fait avec SBTN et il n'y a pas forcément eu cette synergie-là. Et du côté d'Alpro, je pense qu'au sein de Danone, on fait partie. Mais du côté Alpro, on est plus du côté SBTN qui nous a permis d'activer le sujet. Merci. Une autre question en haut? Jérémy Dumont de Nous sommes vivants. Ma question, c'est comment on prend en compte la dimension écosystémique. Par exemple, si je prends l'huile de palme, donc il y a bien un ingrédient, mais les impacts ont lieu aussi bien sur le sol que sur la population, que voilà. Et tout ça a lieu en même temps dans un même endroit. Et là, j'ai un peu l'impression qu'on prend les éléments séparément. Est-ce que Juliette? Moi, je vais donner la parole à Juliette, mais pour moi, j'avais l'impression que justement, pour chacun des critères, donc il y avait des ingrédients qui ressortaient, mais à la fin, on a vraiment combiné pour faire en sorte d'avoir, par exemple, un ingrédient à haut risque sur plusieurs critères ressortent et soit sur notre liste d'ingrédients à haut risque. Et peut-être pour compléter, effectivement, là, c'est les étapes 1 et 2 qui sont vraiment les étapes qu'on a expliqué un petit peu plus tôt d'analyse des principales pressions en fait, que l'entreprise a et quelles sont la quantification de ces différentes pressions aussi par rapport à des ingrédients, par rapport à des activités et par rapport à une localisation spécifique donnée. Sur la partie vraiment prise en considération des écosystèmes, c'est évidemment aussi au cœur de SBTN. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a du coup effectivement les différents groupes de travail. La biodiversité en est un à part entière, mais bien sûr aussi transverse à tous les autres, c'est-à-dire voilà, la biodiversité s'applique également au sol, à l'eau douce, aux océans. C'est un groupe de travail un petit peu, je dirais, transverse. On travaille notamment à comment se fixer des objectifs, du coup c'est plutôt pour l'étape 3, je dirais, que j'ai présenté également. Et au sein du groupe de travail sur la biodiversité, on travaille notamment du coup sur 3 grandes composantes qui sont les espèces, bien sûr. Donc ça c'est un autre sujet qu'on essaie de traiter et qui est assez complexe. Donc est-ce que et comment on se fixe des targets sur les espèces. Il y a également tout un groupe de travail sur l'intégrité des écosystèmes, comment est-ce qu'on peut mesurer l'intégrité des écosystèmes, et ça c'est aussi un objectif, c'est le goal 15 de la CBD, donc quelle métrique et quel indicateur on utilise pour mesurer cette intégrité. Et enfin le dernier c'est sur les services écosystémiques, et donc ce qu'on appelle les Nature Contribution to People, qui fait aussi écho à tout l'aspect du coup finalement social, donc des services qui sont prodigués par la nature et dont on bénéficie. Et disponible pour discuter après si besoin. Oui, puis je me permets d'ajouter qu'il y a quand même cette grande préoccupation au sein de SBTN de ne pas travailler en silo dans les différents hubs. Il y a quand même des réunions thématiques très régulières pour s'assurer que les méthodologies sont bien compatibles les unes avec les autres et que dans les faits, lorsque les entreprises vont se fixer, donc à partir de 2023, des targets sur les différentes composantes de la nature, qu'il y ait aussi des synergies entre ces targets et éviter évidemment les effets pervers en fait d'objectifs, par exemple de l'eau par rapport à des objectifs sur les écosystèmes terrestres. Donc c'est une préoccupation permanente, en fait, j'ai envie de dire, des différents groupes. Et on pourra en reparler donc en 2023 quand les méthodologies Step 3 sortiront. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Bonjour, David Laurent, Entreprise pour l'Environnement. Merci beaucoup pour vos retours d'expérience. C'est assez impressionnant. On voit la quantité de travail que ça a dû demander. Également la complexité des résultats. Et ma question portait plutôt sur cette dimension, à savoir quelle a été la perception en fait par vos collègues dans les autres départements, dans les BU,
de ce travail, en fait, et finalement, est-ce que c'est perçu comme une lubie des experts DD, ou est-ce que ça a pu être également utilisé pour leurs propres activités, qui a un retour sur investissement qui est perçu par les différents départements dans l'entreprise? Le point derrière étant que voilà, quand on voit ça, ça fait presque peur. Il ne faudrait pas que ça dissuade les entreprises de s'engager. Effectivement, du coup, comment est-ce qu'on peut valoriser le business case derrière de tous ces efforts de collecte, d'implication des équipes et pour faciliter le passage à la décision également? Alors, donc, je peux peut-être commencer. Donc, pour les résultats, je pense que ça dépend vraiment justement du département. Donc pour nous, le département des acheteurs, on a la chance d'avoir des experts très motivés. Et donc quand on leur a présenté le résultat, ça ne leur a pas fait peur. Ils ont eu énormément de questions techniques et ils étaient très intéressés pour justement en savoir plus, notamment l'aspect vraiment géographique, de voir quelles zones pour eux, ils pouvaient chercher justement leurs ingrédients et quelles zones à éviter. Ils avaient énormément de questions. Donc pour le coup, c'était assez intéressant et facile. Mais bien sûr, quand on quitte entre guillemets, les équipes très techniques et qu'on apporte le sujet plus au niveau des décisionnaires, là c'est une autre histoire. Donc c'est vraiment d'apporter un message le plus simplifié possible. Donc c'est pas facile, hein, mais je pense que c'est faisable et surtout que c'est des thématiques vraiment très importantes pour les entreprises. Voilà, je te laisse compléter. Alors, nous, pour Carrefour, on n'a pas encore eu l'occasion de présenter ces résultats. On attend vraiment de pouvoir finir la step 1A pour pouvoir présenter nos résultats aux équipes qu'on a mobilisées. Par contre, on a fait une réunion de lancement de la mission où on avait des métiers stratégiques de Carrefour, comme par exemple ceux qui sont à la qualité, on a aussi des équipes des pays Brésil, France et Espagne qui étaient là et qui ont montré leur intérêt. La foncière de Carrefour, Carmila aussi, a montré beaucoup d'intérêt sur le projet. Donc pour nous, pas tellement de difficultés quant au déploiement du programme, et ça a même été justement en consensus un peu au sein du groupe sur ce sujet-là, donc vraiment pas de difficultés pour prendre de décisions sur SBTN, vraiment plus sur la collecte de données et la présentation des résultats. Et c'est notamment pour ça qu'on a attendu avant de le montrer aux équipes, c'est qu'avant d'arriver à la cartographie que je vous ai présentée, on avait vraiment des cartographies et des matrices qui étaient présentables, mais alors pas pour ces équipes métiers-là qui sont moins impliquées sur des sujets biodiversité et qui n'allaient pas forcément comprendre le message qu'on allait leur faire passer. Donc vraiment pour nous, c'était ça la difficulté, je pense. Et en complément, je rajouterais que ce qu'on voit beaucoup dans l'accompagnement de nos partenaires, c'est que certes, c'est des méthodologies qui peuvent être impressionnantes, mais ce qui est important, c'est dès le début d'embarquer vraiment tous les services qui peuvent avoir un lien dans l'étude et de les sensibiliser à comment ça pourra les aider aussi. Et au fur et à mesure de l'étude, faire des connexions sur les résultats, comment ces résultats vont les aider pour leurs différentes tâches, leurs différentes fonctions en interne. Et bien sûr, il y a tout un effort de vulgarisation. Et c'est pour ça que les cabinets de conseil qui appuient ces méthodologies sont là pour représenter de manière visuelle et de manière la plus simple. C'est aussi pour ça que le WF, on aide aussi à accompagner les entreprises et les top management à comprendre, à s'approprier ces résultats et à en parler. Aujourd'hui, on vous a présenté quelque chose qui est vraiment le pas à pas des méthodologies, sans maquillage, hein, vraiment concrètement à quel point c'est technique. Mais c'est aussi pour vous montrer comment on a obtenu ces résultats, quel est le processus et quels sont les outils vraiment scientifiques derrière qui sont robustes. Ouais, et c'est d'autant plus, je pense, important d'impliquer les équipes au début du projet parce qu'il faut qu'à la fin, on soit tous capables de porter le même message sur la biodiversité et qu'on puisse être tous capables de présenter nos plans d'action au même niveau. Donc je pense que c'est aussi pour ça que c'est d'autant plus important d'impliquer toutes les équipes dès le départ. Oui, je me permets d'ajouter juste un point. Effectivement, on a voulu faire un exercice de transparence à travers les ateliers. Enfin, en général, ce type de présentation et de discussion, on les a plutôt dans des petits groupes de travail dans le cadre du lab, entre pairs, avec quelques entreprises qui ont choisi de s'engager là-dessus, avec des experts. Là, on fait le choix depuis le mois de septembre de sortir un peu du bois, de présenter ça au public pour discuter, pour démontrer déjà la faisabilité de tout ça. Évidemment, d'être
être transparent aussi sur la complexité. Mais c'est aussi sans doute pour donner, enfin, le message qui peut apparaître, c'est aussi que effectivement se préoccuper et prendre en compte la biodiversité de manière sérieuse par l'entreprise, oui, ça relève d'une certaine complexité et ça doit aussi supposer l'engagement de moyens, de ressources humaines et puis voilà, c'est des changements qui seront nécessairement importants, stratégiques, mais on voit aussi que les entreprises sont extrêmement motrices, intéressées, ont été très volontaires en fait pour nous accompagner là-dessus. Et l'idée, voilà, c'est aussi de propager ce mouvement et d'inciter les autres entreprises à suivre cet engagement. Sylvie Gillet-Auré. Je souhaitais aller dans le sens de ce que vient de dire Cyprien, qui est que c'est pas une gageure que d'exposer et de se montrer et d'être en transparence sur sa chaîne de valeur. Et c'est vraiment très louable. C'est la deuxième fois que je vous entends. J'étais à la présentation du Lab Capital Naturel et vous m'aviez épaté toutes les deux. Enfin, c'était pas vous, mais votre cas d'entreprise était très intéressant. Donc, vraiment un grand merci. Je me posais une question sur l'accès des données que vous fournissez. Donc, vous travaillez avec les achats. Les achats transmettent ces données à un consultant que vous choisissez. Et ensuite, est-ce que ces données vont pouvoir être réutilisées par des entreprises du secteur? Parce que l'idée, c'est que si on arrive à mettre en open source le soja en Amérique latine, le cobalt dans tel pays d'Afrique, ensuite, ça évitera à chaque fois de retransmettre le même type de données. Donc, je me demandais si ça allait être cumulatif, et s'il allait y avoir un partage en open source des données des chaînes de valeur, tout en garantissant bien sûr la confidentialité des volumes. Mais ça pourrait être intéressant d'avoir ce type d'évolution. Donc merci pour votre question. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Après, c'est vrai que les données, donc le partage de données, c'est entre guillemets une problématique pour chaque entreprise. Donc, même d'un point de vue interne, c'est compliqué de trouver ces données, mais ensuite de les partager, c'est une autre histoire. Donc, honnêtement, je ne sais pas du tout. Nous, du coup, on est un peu moins avancé, mais pour l'analyse sectorielle, vraiment, les données qu'on a utilisées de base, c'est des données qui sont, pour la plupart, publiques, au final, accessibles depuis notre déclaration de performance extra-financière, accessibles depuis nos rapports thématiques, donc, qui sont publiés sur le site carrefour.com. Et après, nous, on a fait plus des entretiens stratégiques avec les équipes finances pour avoir des volumes. Maintenant, sur le fait de savoir si ce sera open sourcé, peut-être que ma collègue Agathe peut répondre, mais ouais, en effet, moi non plus, j'ai pas d'éléments de réponse sur ce point-là. Merci beaucoup. Moi non plus, je n'ai pas tout à fait la réponse, mais je pense qu'en tout cas, ce que nous, on a retenu, c'est qu'une partie du travail qu'on a fait devrait être applicable à d'autres distributeurs. Donc, et peut-être à terme, j'imagine qu'on aura des logiques similaires pour les industriels, donc je pensais aux TPE ou PME que Madame citait tout à l'heure. Donc, dans ces premières étapes, Juliette l'évoquait, on défriche un peu. Et c'est pour ça que nous, d'ailleurs, on fait appel à une expertise externe. Mais à terme, j'imagine que toutes les expériences vont nourrir, à travers le lab, à travers le partage, des business cases qui seront de plus en plus peut-être standardisés ou au moins au niveau sectoriel. En tout cas, voilà, nous, on est partant pour partager ce qui peut l'être en transparence quand il y aura des bases de données ou en tout cas des supports qui le permettront. C'est souhaitable. Juliette, peut-être que tu veux apporter un complément sur SBTN. Oui, effectivement, si je peux compléter sur SBTN, effectivement, il va y avoir en fait un certain nombre d'entreprises. Il y a plus d'une centaine d'entreprises qui se sont engagées maintenant dans SBTN.
Merci. Il y a plus d'une centaine d'entreprises qui sont engagées dans SBTN, donc effectivement, il va forcément avoir des retours d'expérience, des résultats qui seront partagés. Tout ça se passe principalement dans le cadre du Corporate Engagement Programme. Et après, disons que tout dépend du type de données auxquelles on a accès. Il y a effectivement les résultats en fait, de ces mises en application qui sont propres finalement à chaque entreprise, puisque voilà, on parle de volume d'achat, de localisation spécifique, d'impact dans certaines localisations. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment donné, j'ai parlé des différents états de la nature, c'est-à-dire prioriser aussi par rapport à l'état en fait biogéophysique et chimique en fait de certains écosystèmes. Il y a des cartes qui existent déjà effectivement en open source et qui sont listées en fait dans SBTN, notamment pour la priorisation. Ce sont des cartes qu'on a utilisées en fait dans le cadre de cette expérimentation, comme par exemple Trend Earth qui permet de voir notamment et Global Forest Watch qui permettent de voir notamment la déforestation de manière très spécialisée. Il y a également IBAT qui est un outil qui permet de visualiser les aires de biodiversité prioritaire par exemple, et dans lequel on peut retrouver une autre métrique qui s'appelle STAR, qui a été développée par l'UICN, qui est une métrique de risque d'extinction d'espèces, qui est basée sur la liste rouge des espèces. Tous ces outils sont en open source. Alors après, avec des degrés, je dirais, de résolution différents, en fait, ils proposent également des versions payantes pour certains. Mais disons, en ce qui concerne l'état de la biodiversité, c'est des outils qui sont en majorité disponibles en open source. Il y a également Aqueduc pour tout ce qui est eau douce, et le Water Risk Filter, qui est un outil qui a été développé par le WWF pour tout ce qui est risque lié à l'eau douce. J'en profite pour ajouter une chose sur les informations disponibles. Ça ne concerne ni les données ni les outils. Simplement pour dire que les retours d'expérience des membres du Lab, et donc de Alpro et de Carrefour, sont présentés et disponibles avec beaucoup de détails sur le site du Lab. Ils ont été donc publiés en septembre dernier. Et donc vous avez les retours d'expérience sur SBTN de 4 entreprises du Lab et les retours d'expérience aussi sur CARE, sur le modèle CARE. Donc si vous tapez Lab Capital Naturel dans Google, vous trouverez très rapidement le site du Lab et vous trouverez très rapidement les retours d'expérience sur lesquels on a voulu aussi avoir beaucoup de transparence. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les infos sur le site du Lab. Il y a aussi une publication, une compilation de ces différents retours d'expérience qui est en cours de préparation et qui sera lancée en novembre prochain. Vous avez le QR code du site internet qui est ici également. Et je vois qu'il y a une dernière question et après on va clôturer. Je vais essayer. Aurélie Géraud à nouveau. J'ai une petite question concernant le process complet. L'ONU propose un parcours de formation sur la restauration de la biodiversité qui est très intéressant et qui est très structuré et qui s'appuie sur un certain nombre d'outils que Juliette vient de mentionner. Et dit tout au long de la formation qu'il faut effectivement faire attention au processus pour se donner toutes les chances de réussite. Et puis à un moment, à la fin de la formation, on dit « bon, mais ça c'est très bien, mais parfois on n'arrive pas à avoir toutes ces informations et il y a un moment, il faut agir quand même ». Et du coup, là, je me retourne vers mesdames des entreprises Carrefour et Danone. C'est des processus qui sont très longs. On n'a pas beaucoup de temps, surtout sur la biodiversité où la limite planétaire est plus que largement dépassée. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous allez quand même commencer à mettre des actions en œuvre, notamment sur les points les plus saillants qui remontent de vos analyses, de vos premières analyses qui posent problème, ou est-ce que vous allez atteindre la fin du processus pour agir ? Je peux commencer à répondre. Pour le coup, non, on n'a pas attendu l'année dernière pour commencer nos projets. Par exemple, on sait très bien que sur la partie sourcing, c'est là qu'on a nos impacts les plus importants, que ce soit en termes de carbone, mais aussi sur la nature. Et donc, on a déjà engagé pas mal de fournisseurs, on allait voir nos agriculteurs pour justement mettre des projets, des nouvelles pratiques, etc. Donc, on a pas mal de projets techniques sur la partie sourcing. Et aussi, il y a 2 ans, on a calculé l'empreinte de biodiversité de nos usines. Donc, on est allé sur place aussi pour compter les fleurs, entre guillemets, et vraiment avoir plus d'informations pour améliorer nos impacts. Donc, non, on n'a pas attendu. Après, ce que SBTN nous a apporté, c'est vraiment une vue très holistique. Et notamment, donc, en plus de confirmer ce qu'on pensait faire bien déjà, ça nous a permis d'avoir un aperçu d'ingrédients qui ne faisaient pas forcément partie de notre stratégie au début et qu'on a maintenant incorporé, qu'on va vraiment travailler dessus.
Donc nous, on n'a pas attendu, mais ça nous a vraiment donné un levier en interne pour engager les équipes et avoir une vraie vision et vraiment inclure tous nos ingrédients. Oui, nous aussi, c'est un peu la même chose et c'est ce que je disais pendant la présentation, c'est qu'on n'était pas tellement surpris des résultats, on s'en doutait un peu et on avait déjà des plans d'action sur les points les plus saillants de la cartographie, comme la dégradation des habitats en amont ou l'exploitation des ressources en amont aussi, donc on n'était pas surpris. Maintenant, je rejoins Juliette sur le fait que ça a permis de créer une synergie au sein du groupe et d'engager vraiment toutes les équipes sur le projet. Pour l'instant, on n'a pas encore... De toute façon, c'est trop tôt pour qu'on définisse de nouveaux objectifs sur la biodiversité. Mais je pense que SBTN, ça va aussi nous aider à savoir si les objectifs qu'on a pris, par exemple, il y a 2-3 ans, au final, respectent les limites planétaires. Au final, on a quand même beaucoup d'objectifs sur la biodiversité. Je pense qu'on en a une quinzaine à peu près. Et donc, vraiment, nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est si ces objectifs-là vont être compatibles ou pas et pas forcément à prendre de nouveaux objectifs, vu qu'on est quand même... on en a quand même sur plusieurs piliers de la biodiversité. Donc vraiment, on cherche à savoir si c'est compatible avec les limites planétaires, est-ce que c'est trop, pas assez, mais pas surpris du résultat et on avait déjà des plans d'action engagés sur certaines thématiques. Merci. Je vois tu voulais ajouter un dernier mot très rapidement, mais je vous remercie d'avoir posé la question parce que c'est vrai que c'est un gros sujet et c'est quelque chose qu'essaie de pousser également SBTN. On a d'ailleurs publié en janvier dernier, donc en fait ce qu'on a appelé les objectifs intermédiaires ou les interim targets, qui sont finalement les grands objectifs sur lesquels on sait qu'on va attendre entre guillemets les entreprises en 2023 pour les inciter justement à se saisir de ces thématiques. Donc il y a par exemple des objectifs en termes d'arrêter la déforestation. Il y a toute une partie en fait à la fois sur la conversion, mais sur la dégradation des terres. Il y a des objectifs qu'on a mentionnés précédemment sur l'eau douce. Il y a forcément le climat, qui est aussi une des facettes importantes sur lesquelles il faut agir. Donc voilà, ces objectifs intermédiaires sont disponibles également sur le site internet, donc je vous invite à regarder. Je vois qu'on a largement dépassé le temps, donc on va clore cette séance. Je voulais vraiment remercier nos partenaires d'avoir partagé en toute transparence leurs travaux. Et merci à vous pour votre engagement. Vous pouvez retrouver, donc, comme Cyprien l'a mentionné, tous les retours d'expérience des autres membres aussi du Lab Capital Naturel qui ont travaillé sur ces méthodologies et sur CARE sur notre site internet du Lab Capital Naturel. Et j'espère que ça vous aura inspiré à vous lancer dans ces démarches parce que c'est possible et c'est très enrichissant comme Carrefour et Alpro l'ont montré. Merci beaucoup et bonne fin de congrès.